C'est la radio publique en Suède, qui s'appelle Sveriges Radio. Okay. Bon, comme ça, hein. Oui. Et Ekot, c'est, comment on peut dire, on pourrait dire que c'est en quelque sorte équivalent de France Inter, mais en Suède, et c'est la radio publique. Et je travaille en tant que freelance pour une émission d'actualité où on parle de... on approfondit en fait l'actualité. Ce n'est pas nécessairement ce qui va être à l'antenne aujourd'hui, mais on essaye de raconter sur les tendances, des sujets qui sont d'actualité, mais voilà, ça peut être aussi, par exemple ici en Tunisie, la situation pour les femmes, etc. C'est des sujets intéressants. Oui, on pourra parler de tout ce que vous souhaitez. Très bien. Vous enregistrez là? Oui, voilà, je vais faire ça. Donc, alors, tout d'abord, Monsieur le Ministre, pour tester le son, présentez-vous, s'il vous plaît. ABCDEFGH, IJKLMNOPQ, RSTUV, WXYZ, j'imagine que c'est pour que vous testiez Oui, le voilà. niveau de son. Voilà, je connais votre titre, oui, ça c'est vrai que c'est pas la peine. Ok, mais je m'intéresse beaucoup à la relation entre la Tunisie et l'Union européenne. Donc si on commence par là, aujourd'hui, comment... Vous allez rester comme ça? Oui. C'est vrai? Mm. C'est pas pratique pour vous? Oui, je sais. Alors, pour la relation entre la Tunisie et l'Union européenne, comment vous décrivez cette relation aujourd'hui? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez manifesté de venir m'interroger. Et puis, j'espère que vous retranscrirez tout ce que j'aurais dit d'intéressant pour vos auditeurs, parce que je dois vous dire, et je dois leur dire à vos auditeurs, que je n'ai pas toujours été satisfait, même avec les plus grands noms de la presse internationale, en matière de restitution de ce que j'ai dit. Donc j'espère qu'avec une radio suédoise, publique en plus, je n'aurai pas ce problème. Quant aux relations tuniso-européennes, vous m'avez questionné dessus. Moi je dirais qu'elles sont bonnes, mais qu'elles pourraient être meilleures. Si les Européens montrent davantage de compréhension par rapport à tout ce qui s'est passé en Tunisie depuis 2011, qu'ils jugent moins la trajectoire du pays, mais qu'ils la comprennent, et qu'ils s'en tiennent au nouvel esprit que nous avons institué depuis l'accord du 16 juillet dernier, avec la présidente de la Commission et le président du gouvernement des Pays-Bas et la chef du gouvernement italien. C'est un nouvel esprit de partenariat d'égal à égal, c'est-à-dire gagnant-gagnant, avec un respect mutuel et avec un partenariat multidimensionnel qui ne concerne pas que la migration, mais la migration étant un des 5 piliers, mais tous les autres piliers doivent être aussi concernés parce que notre partenariat avec l'Union européenne, qui est un partenariat important, stratégique, il doit être conçu dans sa globalité et il ne comporte pas qu'un seul volet. Voilà. Voilà, justement, je voulais vous interroger sur cette question d'égal à égal, ce que ça veut dire concrètement, en fait. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'égal à égal, c'est vrai, c'est une bonne question que vous posez parce que d'égal à égal, d'abord, ce n'est pas une insulte. Quand on dit d'égal à égal, c'est-à-dire comme la Tunisie respecte tous ses partenaires, et ses partenaires, notamment son partenaire européen, elle attend en retour que tous les partenaires la respectent de la même façon. Donc quand nous disons d'égal à égal, ça ne veut pas dire d'égal à égal en richesse, ça ne veut pas dire d'égal à égal en force, quelle qu'elle soit, mais ça veut dire d'égal à égal au moins en dignité. Et puis ça veut dire que nous devons faire ce partenariat qui soit dans l'intérêt mutuel des deux. Il ne faut pas que l'un des deux partenaires, dans son esprit, ait comment est-ce que je peux retirer le maximum d'avantages à mon profit sans me préoccuper de la position de mon partenaire. Et là, je voudrais savoir en quoi est-ce que l'Union européenne a fait cela? Disons, parce que là, vous... D'abord, il y a une attitude politique, il y a une partie, disons, de l'attitude politique qui a été maladroite. En quoi, par exemple? Je vise essentiellement le Parlement européen. Vous savez, avec la Commission, ça se passe mieux parce que ce sont des gens pragmatiques, mais avec le Parlement, ça s'est passé d'une façon plus problématique, pour certains, du moins. Qui ont critiqué la Tunisie, vous voulez dire? Qui ont critiqué avec un parti pris. Qui ont jugé avec un parti pris. Ils peuvent critiquer qui ils veulent,
Mais quand nous, on ne le fait pas, nous, on ne critique pas les Européens, ce n'est pas notre problème, mais on dirait qu'au Parlement européen, certains c'est leur métier. C'est leur métier et comme en plus on sait qu'ils ont des relations particulières, qui ne sont pas neutres avec certaines composantes ou anciennes composantes de l'échiquier politique tunisien, aujourd'hui complètement désavouées, donc on se pose des questions. Nous voulons un dialogue constructif, nous voulons un dialogue serein, et puis nous ne voulons pas d'ingérence, parce que l'ingérence, on l'a vécu depuis 2011 de façon accentuée dans le pays, elle a donné de très mauvais résultats, et les Tunisiens ont été très clairs pour la rejeter. Nous sommes actuellement, oui. Pardon, et comme vous dites, l'ingérence, pour les auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'ingérence, elle se situe à plusieurs niveaux. Elle peut être directe d'abord, par des déclarations, par des jugements qui n'apportent rien de bon, mais qui sont des critiques parfois gratuites, et des critiques avec un agenda politique donné, c'est-à-dire des critiques pour... vous savez, l'Europe en tant que partenaire, c'est un partenaire qui est important, qui est puissant, qui a des moyens financiers, médiatiques, politiques très importants. Quand ils se mettent à tous parler d'une même voix pour critiquer un seul pays qui, s'il était mis en comparaison avec d'autres, serait complètement ne ferait pas l'objet de critiques, il y a des questions à se poser. Surtout, quand il s'agit de politique interne, quand il s'agit de politique migratoire, alors qu'on sait très bien que ce partenaire-là a un agenda, a des objectifs qu'il souhaite. Il les a exprimés plus ou moins directement par le passé, ils ont été rejetés directement, donc ils essayent de faire des pressions autres. Alors c'est comme ça qu'on va faire passer l'image d'un pays raciste, ou alors on va faire passer l'image d'un pays qui est une dictature, ce qui ne l'est pas. Il suffit de venir en Tunisie, de voir comment les choses sont organisées, comment la population est en train de vivre, pour comprendre que nous ne sommes pas dans un pays de dictature du tout. Alors, c'est vrai que l'organisation politique peut être différente de celle d'autres pays en Europe, mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Nul ne détient le monopole de la vérité. C'est pas parce qu'en Europe, dans certains pays, ils sont organisés d'une telle façon qu'il faille dire « Ah, si vous n'êtes pas organisé comme nous, alors vous n'êtes pas une démocratie ». Les arrestations a été une question, par exemple. Alors, voilà, merci de poser cette question. Les arrestations, elles ont été faites strictement, et à chaque fois, je vous dis, j'ai été en contact avec mes collègues de l'intérieur de la justice, strictement en application de la loi tunisienne. Alors, c'est la loi tunisienne, ce n'est pas la loi d'un autre pays, c'est la loi en Tunisie. Ça a été décrit comme des arrestations arbitraires, oui, vous n'êtes pas d'accord avec... Bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, je suis en contact direct avec mes collègues, encore une fois, de l'intérieur de la justice, et je leur pose à chaque fois la question, et je sais que ces arrestations-là se sont faites en application de la loi, strictement. C'est pas parce, et je l'ai dit à plusieurs reprises, mais les gens ont du mal à comprendre, c'est pas parce que certaines personnalités ont été d'anciennes personnalités avec des responsabilités politiques qu'elles doivent se situer au-dessus de la loi. Si elles ont enfreint la loi, eh ben, elles doivent passer. Et puis de toute façon, on dit toujours, si la justice dit son mot et qu'elle libère ces gens-là, dit qu'ils ne sont pas responsables de rien, ben, ils sortiront. Mais les enquêtes sont encore en cours, les jugements sont encore, les procès sont encore en cours à l'intérieur des délais impartis, des délais légaux. C'est ça que nous disons. Alors, nous, on dit, la machine est en train, les procédures sont en train de s'effectuer, et les autres disent, non, ce sont des procès politiques. Mais de quel droit dites-vous que ce sont des procès politiques ? C'est pas parce que c'était d'anciennes personnes qui avaient des responsabilités politiques que tout ce qui va les concerner, c'est automatiquement des procès politiques. Nous, on pourrait faire la même chose. Il y a eu d'autres hautes personnalités dans de grands pays en Europe qui ont eu affaire à la justice. Jamais la Tunisie n'a dit « Ah, mais pourquoi vous mettez tel ancien président en justice ou condamné à ça, c'est politique, ça c'est pas... » On ne le fait pas, ça ne nous passe même pas par la tête. Alors pourquoi quand nous, il arrive ces choses-là dans notre pays, et nous savons très bien en tant que Tunisiens pourquoi elles arrivent, pourquoi est-ce qu'il faut en plus expliquer au monde? Alors, on a été un peu fatigué de cette attitude de, à chaque fois, au lieu de nous occuper de nos affaires internes, de développer le pays, de réparer les dégâts qui ont été causés depuis 2011, de devoir à chaque fois nous expliquer. Non, nous ne sommes pas une dictature parce que si c'est pas ça. À la fin, ça devient fatigant. Et on dit, mais de quel droit? Pourquoi d'autres partenaires ne le font pas? Tous les autres partenaires de la planète, qui sont la majorité de la planète, ne le font pas ça avec nous. Pourquoi est-ce que ce sont les partenaires qui sont juste en face qui devraient le faire à chaque fois? Alors on en arrive à la conclusion, il y a sûrement un agenda, c'est pas possible.
J'ai une question par rapport à un mémorandum d'entente de juillet. Voilà, l'un de ces piliers, des 5 piliers, à voir avec l'économie tunisienne. Et où le but est en gros d'essayer de renforcer l'économie tunisienne. Que ça, ce serait quelque chose que la Tunisie pourrait gagner par la coopération. Et après, il y avait cette histoire de l'argent renvoyé à l'Europe pendant l'automne, en octobre notamment, en octobre 2023. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir un peu sur ce sujet, parce qu'on a écrit beaucoup là-dessus, oui. Et je n'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cet argent. Cet argent, c'est 60 millions d'euros. Il y a eu beaucoup de mauvaise foi du côté européen. Alors, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi faite exprès ou pas, mais c'est ce que nous avons constaté. Pourquoi ? Cette annonce de 60 millions que nous devions prendre et qui nous ont envoyés presque de force, alors qu'on avait dit qu'on n'en voulait pas, ils étaient au titre du Covid, de la lutte contre Covid, il y a 2 ans, en 2021. Pourquoi ? Pour quel agenda caché venir maintenant, en 2023, et dire « nous allons vous donner cet argent-là » ? Mais pourquoi ? En fait, c'était pour faire tomber le communiqué officiel qui a été publié quelques jours avant pour dire « nous ne voulons plus de l'assistance comme ça de l'Union européenne, des petits sous. » C'est humiliant. Et j'avais eu une discussion avec les responsables européens, j'étais à New York, pour dire ne publiez pas de pareils communiqués, ça passe plus. De dire voilà, on a raclé nos tiroirs, on a trouvé 2 millions par-ci, 3 millions par-là, 15 par-là, on va vous donner ça. Et puis tu dis mais ça ne se passe pas comme ça, c'est humiliant, c'est inacceptable, et puis ça n'est pas productif. Ils ont dit oui, d'accord, mais après ils ont publié ce même communiqué. Voilà, alors on s'est dit, en plus on s'est dit, c'est un communiqué, ces 60 millions-là concernent le Covid et ne concernent pas du tout les accords actuels que nous sommes en train de discuter, les projets que nous sommes en train de discuter actuellement. Donc là, on a été clair, on a dit, nous ne voulons pas de cet argent-là. Surtout que, en plus, la délégation de l'Union européenne, ici, d'une façon très malheureuse et qui est encore inacceptable, a publié une lettre interne pour dire non, les Tunisiens ont demandé ça. Oui, mais on a demandé ça, c'était en août dernier. Et puis, de quel droit vous sortez une correspondance interne ? Donc, toute l'opération a été faite, malheureusement, du côté Union européenne pour tromper un peu l'opinion publique en Tunisie avec la connivence de certains Tunisiens qui sont leurs relais en Tunisie. Je veux expliquer ça à vos auditeurs, je prends ce temps parce que c'est important qu'ils comprennent. La Tunisie n'a jamais dit prenez cet argent, on n'en veut pas. C'est pas dans un esprit négatif, mais c'est dans un esprit nous nous sommes mis d'accord sur un partenariat d'égal à égal, de respect mutuel. Comportez-vous en partenaire respectueux. Ne faites pas croire aux gens que ces 60 millions-là sont nouveaux, ils sont anciens, ils auraient dû être donnés avant, et surtout, ils ont été annoncés maintenant, juste pour faire tomber la communication officielle quand on a dit nous ne voulons plus de ces montants dérisoires, hein, pour que nous, par exemple, on fasse la police sur la Méditerranée. On a dit, ça, ce sont vos problèmes internes entre Européens. Il ne faut pas régler vos problèmes internes de migration et de différentes attitudes politiques entre vos différents partis politiques sur le dos d'un partenaire. C'est ça que nous avons dit. Ça, je vais justement en question par rapport à ça. Disons, dans l'intérêt, et ça c'est aussi l'un des piliers de mémorandum d'entente, qui touche la migration, qui est, tous le savent, une question très importante pour l'Union européenne, qui voudrait empêcher des personnes de venir en Europe. Ils ont... la Tunisie fait face aujourd'hui à ce défi régional avec un grand nombre de personnes qui viennent et qui veulent passer à l'Europe. Et donc, est-ce que la Tunisie est prête à prendre ce rôle de gatekeeper, comme on dit, d'empêcher les personnes à partir ? Nous avons dit, nous sommes prêts à jouer notre rôle, pas plus que notre rôle. Nous sommes un des pays concernés. C'est vrai que la géographie a fait que nous avons une position particulière qui fait que nous sommes convoités par beaucoup des migrants illégaux, mais nous ne devons pas être les seuls et nous ne devons pas être responsables de tout ce phénomène. Nous avons dit que c'est un problème global qui doit être adressé de façon globale, qui doit concerner tous les pays de la région méditerranéenne concernés, aussi bien en Afrique que sur la rive nord. Malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup d'écho
écho à ça, sauf un peu l'Italie, peut-être parce qu'ils sont directement concernés et que ce sont les voisins les plus proches, mais nous aurions souhaité que tous les pays de la rive nord concernés répondent positivement à cette attitude, à essayer de trouver une solution à ce problème de façon globale. Si maintenant vous dites quelle solution il y a, la solution, il y a des solutions à court terme, à moyen terme, à long terme. Nous, on a toujours dit que c'est au-dessus des capacités de la Tunisie de faire la police en Méditerranée, ce que nous sommes déjà en train de faire avec nos moyens limités. Vous savez que les pays de la rive nord ne sont pas en train de sauver les gens en mer, alors que nous le faisons quotidiennement. Malgré des moyens très limités, nous le faisons quand même. Nous sauvons des vies tous les jours. La Marine nationale sauve des vies tous les jours. Bon, nous avons toujours dit qu'avec des moyens supplémentaires, nous pourrions arriver à des résultats un peu meilleurs, mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution au problème, puisque le nombre est en train d'augmenter de plus en plus et qu'il faut voir quelles sont les raisons profondes. Et les raisons profondes, c'est la situation d'instabilité politique, économique, sociale, l'absence de croissance suffisante dans les pays de la rive sud, dans les pays subsahariens. Et donc, avec une politique plus intelligente des partenaires de ces pays-là, des partenaires du Nord avec ces pays-là, et puis des projets, des politiques avec des projets de création d'emplois à l'intérieur de ces pays-là, ça fera en sorte que les candidats à la migration illégale se réduira. Mais vous savez, c'est très difficile de retenir les personnes de vouloir découvrir la terre. Il y a aussi cette dimension-là. Et puis, en plus, la Tunisie est obligée, comme chaque pays au monde, de surveiller ses frontières. Moi, je ne vois pas d'autres pays où les gens voudraient rentrer par la force et puis les autorités vont leur dire venez, vous êtes les bienvenus. Je donne toujours cet exemple qui n'est pas suffisamment dit. Dans d'autres pays, on construit des murs et on tire sur ceux qui essayent de franchir ces murs. Nous ne le faisons pas. J'ai justement une question par rapport à ça. Il y a entre autres la Libye, mais aussi des ONG qui critiquent les méthodes en Tunisie, de comment les autorités traitent les migrants. Il y a des témoignages, des rapports sur des refoulements vers des endroits frontaliers avec l'Algérie et la Libye. Et avec des personnes, on a vu des images en été, avec des personnes qui sont mortes en dessert. Disons, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Je dis plusieurs choses. D'abord, beaucoup de ces ONG, malheureusement, font de la politique. Bon, on sait comment elles sont financées. Vous savez que cette question des ONG, elle est très problématique, surtout en ce moment. Même dans les pays du Nord, il y a beaucoup d'informations qui circulent, leurs objectifs politiques, leurs moyens d'action. Donc ce n'est pas vrai, vous dites? Non, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis pas autant. Et je dis que c'est en aucun cas une politique délibérée des pouvoirs tunisiens. Il peut y avoir des dérapages individuels, mais ce n'est en aucun cas une politique de l'État tunisien. Au contraire, les Tunisiens et même le peuple a reçu des gens dans leur foyer même. La Tunisie a reçu plus d'1 million quand il y a eu la guerre de Libye. C'est totalement injuste d'essayer de faire passer l'image que la Tunisie est devenue un pays intolérant et raciste. C'est complètement injuste. Par contre, je dis autre chose pour ces ONG. Je dis qu'elles devraient moins parler, moins critiquer et donner davantage de moyens et d'aider davantage. Nous avons affaire à elles quotidiennement, enfin une partie des services du ministère, et nous savons très bien qu'elles pourraient faire davantage, parler moins et agir plus. Si leur véritable but est de porter secours à ces victimes, ce sont des victimes de trafic humain de toutes sortes, alors elles devraient mettre plus de moyens et faire moins de critiques sur les médias, parce que ça, ce n'est pas productif. Mais c'est aussi les médias, disons, moi j'ai des confrères qui ont eux-mêmes, nous tous, on a rencontré des personnes qui ont subi de la violence. Donc ce sont aussi des témoignages directs des personnes qui ont subi cela. Je vous dirais, il y a probablement des témoignages comme ça, mais il y a des témoignages contraires aussi. Et quand on s'est occupé de recueillir ces témoignages-là et de les passer à la télévision, ça avait eu un effet. Alors, c'est vrai peut-être qu'on devrait faire plus, peut-être qu'on devrait interroger plus de gens pour avoir des avis équilibrés. Mais franchement, nous disons encore une fois à ces ONG qu'elles devraient faire moins d'agenda politique et plus de travail concret sur le terrain et d'aider les autorités. Et
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, ces derniers jours, justement, on a vu des confrontations à Sfax, par exemple, entre les forces de police et des groupes d'immigrants. Disons, on a des personnes qui habitent au nord de Sfax, dehors en fait, et un grand nombre. Disons, j'ai vu beaucoup de questions, j'ai vu beaucoup la question se poser. On ne sait pas pourquoi les autorités a choisi de mettre les champs comme ça parmi les champs d'olives. Est-ce que vous pouvez éclaircir cette question? Pourquoi vous savez ce choix de placer les gens et les transporter en fait? En revanche, j'ai une question. Je me dis pourquoi est-ce que ces mêmes ONG n'ont pas parlé de la violence qui a été infligée aux autorités tunisiennes, et certains ils ont renversé une voiture de la garde nationale, ils se sont attaqués à des policiers, etc. Pourquoi ça n'a pas été dit? Voilà. Mais nous sommes aussi responsables. Le problème, il existe, il est là. Il faut en aucun cas l'attiser. Il faut en aucun cas en faire une histoire, même si ça plaît aux journaux, aux médias, ils ont quelque chose à raconter. Ce n'est pas bien. C'est la vie des gens, ce sont des victimes de réseaux. Il faut essayer de trouver une solution à eux. Le traitement, une fois qu'ils sont là, doit être le plus humain possible, ce que la Tunisie s'efforce par tous les moyens de le faire, malgré ses moyens extrêmement limités, malgré toutes les autres priorités que nous avons. Et surtout, nos alertes à tous les pays de la région pour leur dire que c'est un travail en commun que nous devons faire ensemble. L'Union européenne, Rive Nord, mais tous les pays concernés. Et pour trouver une solution, nous avons appelé à cela. Bon, il y a eu une première conférence qui s'est déroulée à Rome, nous étions actifs, c'était notre idée, c'était l'idée de la Tunisie. Elle a été organisée à Rome, c'est très bien, nous sommes prêts pour organiser le deuxième round, nous travaillons dessus, mais avec d'autres partenaires. C'est vers ça qu'il faut aller. On ne peut pas se cacher, se voiler la face. Quand les gens rentrent dans vos frontières par centaines tous les jours, c'est une situation qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Donc, il faut en être conscient, prendre toutes les mesures, y compris policières, bien sûr, ce que nous faisons, mais ça ne suffit pas. Il faut collaborer, il faut que tous nos pays travaillent ensemble sur cette question qui est très importante. Donc, qu'est-ce que vous voulez concrètement disons, parce que vous me dites, vous ne voulez plus des petites aides de l'Union européenne, c'est une humiliation. Mais vous voulez un partenariat, vous voulez travailler quand même avec l'Union européenne. Bien sûr. Sur beaucoup de questions, mais entre autres les migratoires. Donc, qu'est-ce que vous voulez en fait disons, comment cette question? Disons, la Tunisie se retrouve dans une situation économique très difficile. Et vous savez déjà, depuis 2011, ils ont reçu beaucoup d'aide de l'Union européenne. Et est-ce que, si je comprends bien, est-ce que vous ne voulez plus cette aide? Non. Ou est-ce qu'il y a un changement stratégique? Non. Vous avez dit quelque chose de très important. Le niveau d'aide qu'a reçu la Tunisie depuis 2011 et le niveau d'assistance politique, encore plus important, qu'ont reçu tous les gouvernements successifs qui ont échoué. Et quand, pour une fois, depuis 2021, nous disons il faut prendre des choses en main, le pays est en train de se décomposer, les gens ne sont pas contents, le Parlement qui est élu n'est plus représentatif et ne cherche plus à construire, au contraire ils se servent eux-mêmes. Quand on dit tout ça et qu'il y a eu heureusement, de par la constitution tunisienne, la reprise en main du pays par le président élu à 72,53% des gens, ils ne veulent pas le dire, hein, ils oublient ça, on est critiqué. Mais il faut qu'il y ait une reprise en main du pays. Le pays était en déliquescence. Je l'ai dit l'autre jour quand j'étais à Barcelone, les pays européens et les pays riches, ils ont consolidé leur démocratie quand ils avaient une situation économique qui était prospère. Pas quand une situation économique et organisationnelle des plus difficiles. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en démocratie. Il faut que chaque pays, et ça c'est important, il faut laisser chaque pays, et la Tunisie est dans ce processus, de se démocratiser par ses propres moyens. La démocratie de chaque pays doit être authentique, elle doit émaner du pays, pas de l'argent de l'étranger, de l'assistance de l'étranger et des conseils de l'étranger. Ça va, les conseils, ça va, on les a entendus, on sait. Maintenant, c'est aux Tunisiens de savoir ce qu'ils veulent exactement. Et puis, c'est un vieux pays ici, c'est un pays cultivé, et les femmes sont très actives, et c'est une société qui marche sur ses deux jambes, pas une seule. Donc, il faut leur faire confiance. Et je rassure les auditeurs suédois avec qui nous avons une longue tradition d'amitié, mais peut-être pas de compréhension suffisante, qu'il faut faire confiance au peuple tunisien et il sait très bien ce qui lui est bien, ce qui est bien pour lui. Et nous sommes dans ce processus.
Vous allez dans la rue, les gens ne sont pas en train de dire, ils sont en train de dire la situation est difficile, mais personne n'est en train de contester la période d'assainissement et de transition, de lutte contre la corruption, d'assainissement de l'administration publique qui a été plombée. On a eu plus de 100 000 recrutements avec des diplômes falsifiés, avec pas de compétences. Et tout ça, ce sont des salaires que nous sommes en train de verser. Alors, regardez ces soi-disant gouvernements démocratiques qui nous ont été aidés par l'étranger. Regardez la situation dans laquelle ils ont mis le pays. Et quand nous, on est en train de dire ça, ah non, c'est pas démocratique, c'est pas... Mais de quelle démocratie vous parlez? De quel agenda vous parlez? Ensuite, et là je veux déborder sur une autre question qui est très importante pour vos auditeurs, surtout pour un pays comme la Suède, qui est un pays classé parmi ceux qui ont la plus haute conscience. Vous savez que dans nos contrées, dans nos pays, quand on parle de démocratie, ça veut automatiquement dire normalement justice aussi, et justice sociale. Vous savez et quand les gens n'ont pas trouvé ça, ils ont trouvé l'opposé de ça, le contraire de ça, les gens ont dit, mais si c'est ça la démocratie, alors on n'en veut pas. C'est une boutade ce que je dis, c'est une exagération, mais c'est ça l'esprit. C'est-à-dire que si vous nous amenez les différences de classe comme ça, les riches deviennent beaucoup plus riches et les pauvres beaucoup plus pauvres et le pays se disloque, alors là, c'est pas le résultat qu'on comptait. Autre chose, ils regardent très bien la scène internationale. Moi, je peux vous assurer qu'avec la guerre à Gaza, il ne faut plus parler ici de valeurs universelles et de démocratie et de droits de l'homme, de liberté d'expression. C'est terminé, ça. Ça, c'est une question que j'avais justement. Comment Très vous bien, voyez je vous répondrai quand vous la poserez. Disons, comment vous voyez justement que la guerre au Gaza, quelle influence sur la relation entre la Tunisie et l'Union européenne, et pas seulement la Tunisie, mais le monde arabe et l'Union européenne. Mais il n'est pas possible de considérer, avec l'importance que la question palestinienne en tant que question de principe, ça j'insiste, question de principe, est importante pour les Tunisiens, il n'est pas question qu'elle n'influence pas les relations de la Tunisie avec ses partenaires. Ce sera toujours pris en compte. Alors, nous, on ne fait pas de menaces, mais on dit toujours, ça pèsera toujours, ça pèsera de tout son poids. Comment est-ce que vous pouvez parler sereinement avec des partenaires qui clament les droits de l'homme, la liberté d'expression, les droits des enfants, avec ce qui se passe? Comment? Et surtout, ne dites pas aux Tunisiens, c'est le droit d'autodéfense. Surtout, ne dites pas ça. Parce que, dans le meilleur des cas, ils vont vous rigoler au nez. Mais moi, je ne rigole pas. Moi, je trouve que c'est dramatique. Moi, je trouve que c'est très grave. Quand on assassine des femmes, quand on assassine des enfants, des bébés, c'est impardonnable. Il n'y a aucune cause au monde qui puisse justifier ça. 1. 2. Cette question palestinienne, c'est une question de décolonisation. Mais depuis des dizaines d'années, la propagande qui a les moyens des médias, l'argent, les moyens politiques, dans le Nord, est en train de véhiculer plusieurs informations, comme quoi l'islam c'est du terrorisme, que cette question c'est une question de musulmans contre les juifs, ce qui n'est pas vrai du tout, c'est une question de spoliation de terre. Moi j'invite toujours les partenaires à leur dire, mais imaginez que le millième de ce qui se passe avec les Palestiniens se passait chez vous. Imaginez qu'en Suède, on bombarde un hôpital. Qu'est-ce que les Suédois vont dire? Quelle raison peut justifier qu'en Suède, on bombarde un hôpital? Aujourd'hui, l'agresseur et l'agressé, c'est quelque chose qui crève l'écran, qui crève les yeux. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, ces vidéos-là, elles vont avoir un effet sur vos opinions publiques. Vos opinions publiques, on les a bernées au Nord. On les a bernées pendant des décennies. Et ensuite, même quand on essaye de parler, moi j'ai vécu beaucoup dans différents pays en Europe, et j'ai discuté beaucoup, même les plus honnêtes, quand on essaie de discuter avec eux, ils sont gênés. Ils vous disent, c'est une attitude de celui qui dit, ok, je sais, c'est embêtant, mais bon, on parle d'autre chose. Ils sont gênés. Bon, ils sont gênés, mais c'est le droit d'un peuple. À moins de tuer 2,5 millions, le problème ne va pas être résolu. Pire, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, ça ouvre. Tous les scénarios deviennent possibles aujourd'hui. Tous les scénarios deviennent possibles. D'ailleurs, la preuve, on est en train de voir un déchaînement de violence. On a du mal à comprendre pour quels objectifs. Sauf à tuer tous les Palestiniens, c'est très difficile. Je pense que même les opinions publiques en Europe ne l'accepteraient pas. Je pense. Bon, sait-on jamais, mais je pense. Est-ce que vous sentez déjà que ça influence votre contact avec l'Union européenne? Mais certainement, parce que,
ça influence, mais je dis, ça influence, mais nous gardons notre tête, il faut parler avec les Européens pour essayer pas de leur expliquer, ils comprennent très bien, mais essayer de leur dire que ça n'est pas dans votre intérêt de continuer comme ça. Vous êtes en train de promouvoir, vous dites, nous sommes les promoteurs des droits universels, liberté, etc. Mais appliquez-le à tous les peuples. Parce que, j'ai dit tout à l'heure que c'est une question de colonisation, mais c'est aussi une question de racisme. Nous, les pays colonisés, anciennement colonisés, nous savons très bien ce qui se passe. C'était les attitudes des colons avant. Nos grands-parents ont vécu ça. C'était deuxième catégorie, on vous casse, on vous tue, on vous casse les bras, on vous casse les mosquées, on vous tue, si on fait des tueries. Vous êtes appelés terroristes. Et ensuite, vous obtenez votre indépendance, et ensuite, vous devenez prix Nobel, et ensuite, on discute avec vous. C'est un cycle qu'on connaît. Mais, alors, dans certains pays, ça a duré 130 ans, ici, ça a duré 60 ans, bon, là, c'est 75 ans. C'est ça que que nous essayons de dire à nos partenaires. Réveillez-vous. Puisque vous réclamez du rationalisme, vous êtes rationnel, etc. Bon, la rationalité vous montre que c'est pas possible, on ne peut pas tuer un peuple. Nous connaissons tout ce qui est en dessous de ça. Tous les enjeux, on les connaît. Et à la différence des opinions publiques dans les pays du Nord, dans les pays du Sud, ils savent tout. Alors chez vous, c'est l'élite, c'est uniquement l'élite qui est au courant de ça, qui joue de ça. Mais l'opinion publique, ça la dérange. Les vidéos avec les bébés morts et fracassés, tout ça, ça dérange. Alors, on regarde un peu, puis après on dit, bon, il vaut mieux ne plus regarder. On est dérangé. Bon, mais les autres, ils vivent ça tous les jours. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Et ces gens vous disent, est-ce que vous avez entendu qu'un ces Palestiniens se révoltait contre des Palestiniens qui considèrent comme responsables? Personne. Pour eux, c'est une question de survie d'un peuple, c'est une question de droit légitime. Ce sont leurs maisons, ce sont leurs territoires. Et puis, les puissances les plus puissantes militairement au monde se sont alliées contre des bébés. Il faut se rendre compte, nous avons les avions les plus sophistiqués, les tanks les plus sophistiqués qui tuent quoi? Des bébés contre des murs. Mais Et après, ils vous disent c'est de l'autodéfense. Mais de l'autodéfense contre quoi? Parlons-en de l'autodéfense. L'autodéfense, est-ce que ce problème a commencé le 7 octobre? Est-ce qu'il n'y avait rien avant le 7 octobre? Nous, la Tunisie, quand ils ont parlé de processus de paix, on était les premiers. On a contribué. Nous, on a eu des leaders palestiniens tués par l'aviation ennemie dans nos villas ici à Sidi Bou et ailleurs. Nous, on a eu des Tunisiens tués, des civils tunisiens tués par les services étrangers. Donc on sait ce que c'est. Et quand on adopte cette position, ils veulent nous faire passer pour des extrémistes. J'entendais l'autre jour à l'UPM un ministre d'un pays dire « Mais pourquoi les Tunisiens sont devenus comme ça, très durs ?» C'est pas une question de très dur, on est avec le droit. Nous, on a toujours été et avec le droit et avec la justice. La justice ou la paix. Quand on nous a dit « Ah, il y a la paix », on a dit « Ok, d'accord ». Mais après, on a vu que c'était une vaste blague, que c'est pas vrai, ils ne voulaient pas la paix. Notre parti veut tout. Elle ne veut pas la paix. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, chaque bébé tué, ce sont autant pour eux de Palestiniens morts qui n'engendreront pas d'enfants. Voilà. Donc, je suis vraiment... j'essaye de convaincre, de faire parler la raison à ceux qui prétendent avoir inventé la raison. Les Européens disent, voilà, la raison, la rationalité, c'est nous, etc. Est-ce que vous trouvez que l'Union européenne a une attitude de supériorité? J'ai lu que vous avez dit ça. Oui, bien sûr. Il y a une certaine condescendance qui n'est plus acceptable. C'est toujours, nous sommes le modèle, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à nous? Voilà, nous, comment on est organisé. Et encore, c'est mis en discussion, même en Europe. Allez interroger les Européens maintenant sur les populations, sur est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas de leur démocratie. Vous allez entendre ce que vous allez entendre. Mais pourtant, les officiels considèrent qu'ils sont le modèle, et le modèle sur la Terre, et bien sûr, ils regardent la rive d'en face comme des gens sous-développés. Allez, est-ce que vous avez fait comme nous? Vous êtes arrivé à combien? À moitié, à trois quarts? Sans compter qu'ils n'appliquent pas ces mêmes critères à d'autres partenaires avec qui ils font du bon business, et qui ne sont pas organisés autrement. Donc ça, et puis le Parlement européen, j'étais ambassadeur à Bruxelles, y compris pendant le scandale financier, donc je les connais. J'en connais quelques-uns. Donc je pense qu'ils n'ont aucune leçon à donner à la Tunisie.
Ça, je le dis, je le répète, avec ce que j'ai vu du Parlement européen, il n'a aucune leçon à donner à la Tunisie. Et si on revient à l'argent, j'essaie de comprendre, disons, parce que vous dites que par rapport à l'aide financière, pour l'instant, par exemple en Tunisie, il y a des produits de base qu'on ne trouve pas. Et c'est décrit au moins, moi je n'ai pas pu le confirmer, mais c'est décrit comme c'est à cause de manque d'argent parce que la Tunisie n'arrive pas à emprunter à l'étranger aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez que c'est le cas? C'est à cause de ça qu'il y a une pénurie? Non, moi je ne confirme pas ça du tout. D'abord, je ne suis pas spécialiste, mais les informations que j'ai ne me confirment pas ça du tout. Parce que je me dis c'est lié aussi à la question du commerce avec l'étranger ou de l'aide financière. C'est sûr que les partenaires étrangers ne font rien pour nous faciliter la vie, ça c'est sûr. Mais bon, on a toujours dit, puisque vous ne faites rien, nous on va compter sur nous-mêmes. Et il faut que la Tunisie compte sur ses propres moyens, il le faut, c'est nécessaire. Donc maintenant, ce n'est pas une question des caisses vides, un manque d'argent. Non, il y a des circuits internes qui doivent être améliorés. Et dans les circuits internes, parmi les questions, il y a la question des trafics, comment on appelle ça, des spéculations, etc. Il y a des gens, vous savez, dès qu'il y a une situation difficile, qui essayent de profiter. On a connu ça, à travers l'histoire. Donc ce n'est pas connecté à la situation difficile économiquement en Tunisie. Mais la Tunisie est en train de payer toutes ses dettes. Malgré l'attitude des principaux partenaires, nous sommes en train de payer toutes nos dettes. Nous n'avons aucun impayé. Oui, le problème. C'est sûr que ça doit déranger certains qui avaient un autre agenda, d'autres objectifs, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir du pouvoir dans les circuits de commerce, etc., dans le pays, qui sont connectés avec ces intérêts-là étrangers. Ça existe. Alors, et surtout, ne me faites pas dire, ou qui ne comprennent pas, vos auditeurs, que nous sommes en train de faire une chasse aux sorcières. Non, nous sommes en train de décrire la réalité. Il y a des Tunisiens qui font du business avec des partis connectés avec l'étranger. Et probablement... Comme quoi, par exemple Non, je ne serai pas dans mon rôle si je donne des noms, parce que ce n'est pas productif. Et puis, mais c'est un phénomène qui existe. Maintenant, c'est à l'État de prendre toutes les mesures, ce qui est en train d'être fait à chaque fois, pour contrecarrer ces agissements-là et les condamner et prendre des sanctions. On n'a pas le droit de venir acheter des quantités anormales juste pour laisser que les prix augmentent, etc. Et puis assécher le marché, puis ensuite faire davantage de bénéfices. C'est une gestion... c'est une question de bon sens et de gestion correcte. Voilà, quoi. Et dans les négociations avec, je ne sais pas si je les appelle les négociations, mais sur les 5 piliers avec l'Union européenne, vous en êtes où en fait? Ça avance. Tout à l'heure, j'ai reçu les dernières informations. Ça avance, les comités se mettent en place, les réunions se tiennent pour faire de nouvelles propositions avec le côté européen et les examiner ensemble, pour voir comment on va progresser. C'est-à-dire que nous n'avons pas du tout arrêté la coopération avec l'Union européenne. Nous avons simplement dit, nous n'avons jamais dévoyé de l'esprit de l'accord du 16 juillet, mais vous, Européens, si vous avez des problèmes à l'interne entre vos propres partis, etc., c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. Nous nous en tenons au principe du partenariat gagnant-gagnant, respect mutuel, etc. pour les deux parties. Et nous sommes en train de progresser. Et au niveau de migration, qu'est-ce que ça pourrait être le gagnant-gagnant? Disons, est-ce qu'il y a quelque chose concrètement là sur la table? D'abord, il y a des projets en cours avec différents départements concernés et ils se mettent en place. Mais ce qui est très important, c'est l'approche globale. C'est-à-dire, nous avons des programmes avec l'Union européenne, nous avons avec certains pays un à un, pas encore assez suffisant. Il faut généraliser ça, il faut les mettre dans une politique globale, cohérente, avec les différents partenaires. Et c'est dans l'intérêt des deux parties. L'Europe a besoin de compétences, elle a besoin de main-d'œuvre. Alors, ils sont en train de prendre les compétences, et ils sont en train de rejeter la main-d'œuvre, et ils ne sont pas en train suffisamment d'investir pour créer de la richesse, pour que ces gens-là restent ici et qu'on développe nos relations. Il y a toujours cette perception que la Méditerranée reste un mur, alors qu'elle est un endroit, un espace économique, culturel, historique fantastique.
nous pourrions créer des richesses considérables autour de la Méditerranée. Et c'est à ça que nous appelons nos partenaires. Ah oui, vous essayez de discuter pour que la frontière soit un peu plus ouverte. Mais bien sûr, nous avons tous intérêt à ça. Mais encore une fois, le partenariat ou la coopération, ça ne doit pas être à sens unique. Ça ne doit pas être pour un partenaire donné de dire qu'est-ce que je peux retirer le maximum ou imposer le maximum à mon partenaire et sans tenir compte de sa situation. Non. Si vous voulez faire une bonne partie de tennis, je fais une image, il faut que les deux partenaires soient plus ou moins, disons qu'ils aient plus ou moins le même niveau, sinon c'est pas intéressant. Est-ce que du coup ça peut être une question d'argent parce que pas seulement. Pour bien vous comprendre, qu'est-ce que ça peut être si êtes, si je m'exprime de manière très, je sais pas comment dire, blunt, claire, si vous faites le gatekeeper de la migration, en retour, non, ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Autour de la migration, ce sont des valeurs humaines, etc. Ce serait inacceptable par la population. Et si ils auront raison, nous, ce qu'on veut, c'est, encore une fois, c'est une démarche globale, c'est un partenariat qui crée de la richesse, et c'est possible, si nous vendions plus de nos produits, par exemple, si l'Europe laissait plus nos produits qui ne dérangent pas les autres pays, je parle de l'huile d'olive, par exemple, ou de nos produits agricoles ou textiles, si nous faisions moins de difficultés, moins de barrières, la situation économique serait meilleure. Mais quand on regarde le contenu de l'accord de juillet, c'est ça, non? C'est que la Tunisie protège ou limite ou met un barre à la frontière? Ah non, nous avons dit que nous coopérons. Nous coopérons pour lutter contre la migration illégale, mais on n'a jamais dit que nous allons faire la police et arrêter les gens, etc., au-delà de nos moyens. Nous n'avons jamais dit ça. Et donc mais nous avons parlé aussi de 4 autres piliers. Quand on parle de l'énergie verte, mais vous savez, tous ces autres piliers sont des créateurs d'emplois potentiels formidables. Quand on parle de la compréhension entre peuples, ce que j'essaye de faire avec nos amis suédois, de dialogue entre les peuples pour expliquer que nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas, je le dis à certains des partenaires, nous n'avons pas créé sur notre territoire, continent, nous n'avons pas eu de guerre mondiale horrible. Nous n'avons pas fait ça, nous. Donc pourquoi nous infliger des critères et une lecture historique et de l'avenir de nos relations et de ce que nous devrions faire au vu de l'histoire de l'Europe? C'est pas juste, ce n'est pas. Alors, c'est pas parce que l'Europe est plus riche ou par tête d'habitant ou plus puissante militairement qu'elle doive imposer ses points de vue. Le monde est beaucoup plus grand que l'Europe, il y a d'autres partenaires qui ne nous causent pas ces problèmes-là, avec qui nous pouvons discuter, nous avons des relations amicales, etc. Là, je dis, un des piliers, discuter, d'essayer d'expliquer, nous le faisons. Mais nous ne venons pas dire, nous, aux Suédois ou aux Norvégiens, même s'ils ne sont pas à l'Union, ou à tel ou tel autre pays, voilà comment vous devriez vous comporter. Nous ne faisons pas ça, mais nous discutons, nous expliquons. Si on nous dit quelle est votre situation, ou quels sont vos problèmes, on explique, on dit voilà, telle et telle chose, voilà, telle. Mais en aucun cas on va dire vous devriez faire ceci et pas cela. Surtout que, je le répète, si on considère que véritablement ce qu'ils cherchent c'est l'application de ces valeurs universelles, pourquoi ils ne les appliquent pas à d'autres? Pourquoi ils ne les appliquent pas à d'autres? Parce qu'ils sont plus riches, ou parce qu'ils sont plus puissants, ou parce qu'ils devraient faire la même chose avec d'autres pays. Mais ils ne le font pas. Donc, ils ont considéré à un moment, et après ils se sont aperçus qu'ils se sont trompés, que cette Tunisie-là, avec les difficultés économiques qu'elle avait, etc., dans lesquelles ils ont une grande responsabilité, en soutenant les gouvernements qu'il y avait, elle est faible, c'est le moment d'appuyer dessus. La Tunisie a dit, non, vous vous êtes trompés. Ce n'est pas un pays faible ici. C'est un pays qui plie, mais qui n'a jamais cassé. Et pour juste une dernière question sur la migration, pour l'instant, on a ce grand nombre de personnes qui viennent en Tunisie. Et bon, en Tunisie, il n'y a pas une politique migratoire. Il n'y a pas vraiment une structure pour le moment pour gérer cela. Est-ce que vous voyez que vous en avez besoin? Parce que court terme, la situation existe, elle est urgente, les personnes dorment dehors, et il y a la violence. Et les personnes qui viennent ont très très peur. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, pour les aider? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes prêts, nous sommes pleins de bonne volonté pour coopérer avec tous ceux qui veulent coopérer avec nous, qui sont de bonne foi et de bonne volonté. Pas ceux qui critiquent et qui ne font rien.
Mais même court terme, genre pour construire des centres, pour recevoir... Non, on a dit c'est pas un pays qui va abriter, parce que ça va faire un appel d'air. Non. Mais il faut coopérer avec toutes les parties qui peuvent apporter un plus pour faire face à ce fléau et à ce trafic d'êtres humains. Oui, nous sommes prêts à le faire. Mais parquer les gens ici, non. Ce n'est pas un pays, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous ne ferons ni la police des frontières, ni nous serons un pays d'accueil pour les migrants. Et qu'est-ce que vous pensez que l'Union européenne pense face à ça? Quand ils entendent ça, ils devraient réfléchir, l'Union européenne, et réfléchir un peu plus loin que les prochaines élections. Et ils devraient ne pas faire de cette question qui est au cœur de l'humanité. Il y a des pays, n'oubliez pas, qui se sont construits sur la migration. Des pays qui aujourd'hui caracolent au hit-parade des puissances économiques et militaires qui ont été construits sur les populations. Bon, pour certains, ils ont éliminé les premiers habitants originaux, mais bon, ça c'est un peu vieux, mais nous on ne l'oublie pas. Mais bon, la migration, ça a toujours existé, c'est un phénomène humain normal, mais il faut le canaliser. Et chaque pays est responsable de la garde de ses frontières, de sa stabilité, de sa composition, de sa sécurité à l'intérieur des frontières, etc. Nous sommes tous... Et c'est à l'intérieur de toutes ces contraintes-là qu'il faut qu'on collabore avec les pays membres, les pays amis, partenaires, et avec les ONG qui sont de bonne foi, qui n'ont pas d'agenda politique pour compléter ce que veulent réaliser certains pays et qui n'ont pas pu le faire directement, alors ils font travailler les ONG. Mais parce qu'on dirait que c'est de bras de fer, parce que quand on regarde, parce que là c'est la période où vous faites le budget, où vous publiez le budget, et on a l'année 2024 devant nous, et j'ai entendu des descriptions comme quoi l'économie tunisienne ne va pas tenir, que les problèmes sont vraiment urgents. Disons, comment vous allez... Disons, est-ce que vous avez urgemment besoin d'argent de l'Union européenne, des grandes sommes ou pas? Ou est-ce que ça va pour l'année prochaine? D'abord, nous avons toujours dit que quand on dit nous avons besoin d'argent, tous les pays ont besoin d'argent, et vous savez, la guerre en Ukraine, ça nous coûtait beaucoup, nous ne sommes pas responsables, le réchauffement climatique, on n'est pas les premiers responsables, ça nous coûte beaucoup, la sécheresse, ça nous coûte beaucoup, toutes ces difficultés dans lesquelles nous ne sommes pas responsables, ça nous coûte beaucoup. Mais nous avions demandé des prêts que nous avons toujours remboursés. La Tunisie est un des pays qui a toujours remboursé ses prêts. Et ils ont dit non, il faudrait telle et telle chose. On a dit bon, vos conditions, vous les gardez. Nous, on a des lignes rouges qu'on ne veut pas. Et nous devons, ça c'est un. Deux, nous devons compter sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Compter sur nos propres. C'est pas un pays pauvre, la Tunisie. C'est pas un pays pauvre. C'est souvent décrit comme quoi les caisses sont vides. Ce n'est pas vrai. Alors, vous savez, il y a beaucoup de pays qui sont riches, mais dont les caisses des États sont difficiles. Et ça, c'est la conséquence de choix politiques qui ont été faits après 2011, dont on est en train de payer les conséquences. Aujourd'hui, les recrutements n'importe comment, dans la fonction publique et autres, l'absence de planification, et tout ça, nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui. Et les partenaires, quand on leur explique ça, ils ne comprennent pas. Donc il y a de l'argent. Ils font semblant de ne pas comprendre. Donc il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui a été dévoyé des circuits officiels. Il s'agit de le remettre dans le circuit officiel. Donc c'est aussi en train d'être fait. Et il y a toute la question d'assainissement des services publics et de l'administration publique et des diplômés qui sont rentrés, qui ont été des recrutements qui ont été faits sur la base de faux diplômes, etc., qui est en train d'être fait. Et il y a l'assainissement des circuits de distribution commerciaux qui est en train d'être fait. Et il y a des réformes au niveau fiscal qui sont en train d'être faites aussi pour que les gens qui gagnent beaucoup, qui devraient payer plus, le fassent. Il y avait une injustice fiscale en Tunisie. Vous avez une idée combien ça pourrait rapporter à tout ce que vous mentionnez? Non, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est l'effort qui compte. Il y a une année de tourisme qui était meilleure que la période passée. Ça a beaucoup contribué. Il y a la contribution des Tunisiens à l'étranger, qui a été le premier poste pourvoyeur de devises. C'est un geste d'une grande importance et d'une grande symbolique. Les Tunisiens étaient prêts pour aider leur pays et venir à la rescousse du pays. Et c'est un pays qui a les capacités de faire. Bon, malheureusement, il n'a pas pu compter sur disons, la bonne coopération ou la coopération intelligente de ses partenaires. Bon, mais
on fera sans, mais on y arrivera. Vous êtes en train de reconstruire la relation, vous trouvez? Nous, on est en train de compter sur nous-mêmes, et nous, contrairement à ce qu'ont fait d'autres partenaires, nous, on n'a pas insulté l'avenir, on n'insulte pas nos partenaires, on ne les méprise pas, on ne dit pas, on ne leur donne pas de leçons, mais on discute avec eux, nous sommes prêts à expliquer pourquoi nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là, pourquoi et comment nous en sortir. Et ces solutions-là, elles doivent émaner du pays lui-même. Ça, j'en suis entièrement convaincu. Et comme tout le gouvernement, bien sûr, nous sommes mobilisés pour sortir le pays de cette situation difficile, essentiellement par les moyens tunisiens. Ceux qui veulent aider, c'est très bien, mais si les partenaires ne veulent pas aider, il faut qu'on s'en sorte, et on s'en sortira avec nos propres moyens. J'ai une dernière question sur la Russie. Vous avez été là-bas il y a peu. Quelle place pour la Russie aujourd'hui, quelle est votre relation avec la Russie et comment vous voyez qu'elle se développe? Les relations avec la Russie sont bonnes, elles ont toujours été bonnes. Vous savez, même durant la guerre froide, elles étaient bonnes. C'est-à-dire que nous avons toujours eu, la Tunisie, de bons rapports avec le bloc de l'Est comme avec les pays occidentaux. Nous ne renions aucun des partenaires. Et est-ce que ça pourrait se développer prochainement? Mais bien sûr, avec tous nos partenaires, nous essayons de développer nos rapports. Et nous avons un crédit, nous sommes un pays qui est sympathique et puis qui est reliable, sur les partenaires peuvent compter dessus. Nous ne changeons pas nos positions au gré des intérêts mesquins de court terme, ou des élections, ou des majorités politiques. Nous tenons toujours... nous avons dévié après 2011 de nos constantes de la politique étrangère, etc. Mais le président Saïd a veillé à remettre les choses sur les rails. Nous sommes ici au département en train d'appliquer cela. Mais nous voulons, la Tunisie veut avoir les meilleures relations possibles avec tous ses partenaires. Ce n'est pas mauvais, ça. Nous avons un partenariat avec l'OTAN, nous avons un partenariat économique avec l'Union européenne, nous avons des rapports très importants avec les États-Unis, nous avons une bonne coopération avec la Russie, avec la Chine aussi. Nous avons de bons rapports avec ça. Et nous ne donnons de leçons à personne. Alors, ce qui a peut-être étonné un petit peu nos partenaires récemment, c'est qu'on dise, ça suffit maintenant, on n'a pas de leçons à recevoir. Est-ce que c'est un tournant? Moi, je le vis, en tournant, vous savez, on le ressentait tous au fond de nous-mêmes, mais maintenant on le dit. Maintenant on le dit parce que trop, c'est trop. Et puis surtout, c'est de l'autre côté qu'ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Je reviens encore à ce qui se passe à Gaza. C'est un dommage collatéral considérable à la légitimité du système international de justice et de droit, etc. C'est une attaque frontale. Et c'est en train de l'affaiblir d'une façon très dangereuse. Et avec ça, notre monde va devenir une véritable jungle. Avant, c'était la jungle, mais ils essayaient de cacher ça par soi-disant des principes et tout. Maintenant, les principes, le roi est nu, comme on dit. Ça y est, maintenant tout est nu. Même la liberté d'expression, il la manipule. Il suffit de voir les chaînes de télévision. Aujourd'hui, des chaînes qu'on considérait comme manipulées il y a quelques années, pour voir la vérité, il suffit de les voir. C'est dramatique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Et le bonjour à tous vos auditeurs.